Découvrez Ocean Prana, le club d'apnée incontournable à Bali, en Indonésie. Ocean Prana est un concept full inclusif incluant des logements, un restaurant, du yoga, une piscine de 25 mètres. Ocean Prana est un freediving resort de classe mondiale, créé et dirigé par Yoram Zekri, l'un des plus expérimentés AIDA Instructor Trainer au monde avec 37 ans d'expérience. Que vous soyez débutant ou souhaitez vivre de votre passion en enseignant, Yoram et son équipe vous proposent des formations AIDA de niveau 1 jusqu'à niveau instructeur, ainsi que des packages personnalisés pour atteindre vos objectifs. Profitez d'un cadre tropical idyllique, rejoignez Ocean Prana à Bali. Alors rendez-vous sur www.oceanprana.com. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Salut à tous, c'est Pierre Frola. Cette année, je vous propose 8 dates de stage sur les thématiques du perfectionnement en apnée. Que vous soyez un super débutant entre 0 et 10 mètres ou un apnéiste désireux d'aller jusqu'à 45 mètres, ces stages ont été pensés pour vous. Stage de 2 jours et 2 nuits, individualisation de la pédagogie, 3 séances d'apnée en mer par jour, 2 séances de ventilation et de préparation physique, 4 cours théoriques, 1 séance Wim-Hof. Hébergement en appartement pour 2 ou 3 personnes, carnet de plongée, assurance, petit déjeuner et déjeuner compris. Alors si vous ne savez pas quoi faire cet été, venez donc découvrir ou redécouvrir mon école à Monaco. Rendez-vous sur www.pierrefrola.com à la rubrique Stage apnée 2026. Hello, la grande famille de l'AFF. Bienvenue dans ce 65e épisode sous la thématique de la science, de la connaissance et de la compréhension des effets de l'apnée sur notre organisme. Et oui, quel sujet passionnant que les réflexes d'immersion, les échanges gazeux, les effets de l'hypoxie, l'érection pulmonaire, le système nerveux, bref, tous ces composants physiologiques qui sont magiques. Cet épisode s'inscrit dans la même lignée que les échanges avec Romain Guénéguès, le médecin de l'équipe de France d'apnée, ou encore les échanges avec Marion Noulian, la neuroscientifique. Aujourd'hui, c'est au tour de Frédéric Lemaître, le physiologiste de l'apnée, avec 25 ans de recherche dans le domaine. J'espère que vous allez apprendre plein de nouvelles choses et que vous deviendrez des apnéistes encore plus conscients de votre corps lors de vos immersions. Je vous invite à consulter le livre de Frédéric Lemaître, L'apnée de la théorie à la pratique, riche d'enseignements et qui fera le bonheur des freedivers curieux. Si vous aimez le podcast de la Freediving Family, s'il vous plaît, aidez-moi à rendre le projet encore plus pérenne en devenant tipeur. Tipeur, c'est comme du mini sponsoring. Vous pouvez m'aider à partir de 1 € par mois. Le lien se trouve dans la description de cet épisode ou sur le Linktree d'Instagram. Ensemble, on peut réussir à lever davantage d'argent pour que je puisse continuer à faire de cette émission une émission hebdomadaire. Et oui, ça fait déjà plus de 70 épisodes, hein, et je lâche pas l'affaire. Donc merci en tout cas aux 12 tipeurs qui sont présents et qui me soutiennent dans la création de ce podcast. Vous pouvez aussi aller noter le podcast 5 étoiles ou le partager à vos copains de club. Maintenant, laissons place à Frédéric Lemaître, le physiologiste de l'apnée. Bonne écoute à vous. Bonjour. Bienvenue sur le podcast de la Freediving Family. Si je dis pas de bêtises, je pense que tu es en direct de l'université de Rouen, où tu es maître de conférence, physiologiste, spécialiste de la physiologie intégrée et des environnements extrêmes, et notamment de l'apnée et de l'hypoxie, et de leur application potentielle dans la santé. Est-ce que tu peux, avant de parler de science, te présenter un peu dans les grandes lignes et nous dire qui se cache derrière le physiologiste, qui se cache le freediver, l'homme, l'apnéiste? D'accord. Oui, alors je suis plus à Rouen, hein. Je suis à l'université de Lorraine maintenant, à D'accord. Nancy. Voilà, je suis professeur là-bas. Donc oui, moi je suis physiologiste spécialisé des environnements extrêmes, on va dire, froid, chaud, altitude, et j'utilise l'apnée comme un modèle de physiologie intégrée depuis très longtemps maintenant. Alors j'ai beaucoup fait de compétitions d'apnée pendant plus de 15 ans.
J'en fais plus maintenant, ou j'aide les autres plutôt. J'ai un profil de nageur à la base, de multisport, et puis je pratiquais l'apnée déjà depuis tout petit, avec mon père qui faisait de la chasse sous-marine. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis je me suis mis au tout début de l'apnée à pratiquer et à essayer de développer l'apnée avec les autres pour que ça devienne un peu plus grand public, on va dire. Bah oui, je crois bien mais que tu as été capitaine de l'équipe de France Haïdar en 2012, que tu avais plusieurs records à 70 mètres en profondeur, que tu es à plus de 165 mètres en monopalme. Je crois même que c'est ta discipline préférée, la monopalme, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est ça. Alors ça, oui, effectivement, j'ai été capitaine pour l'équipe AIDA pendant quelques années, jusqu'en 2012, où ça a été le dernier championnat du monde par équipe, qui n'existe plus maintenant, c'est bien dommage. Et oui, les performances, c'est un petit peu plus, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on retrouve pas forcément les performances toutes les performances de l'époque, mais c'est pas grave. Voilà, effectivement. Alors, les championnats du monde d'équipe n'existent plus, mais par contre, à Dahab, en mars prochain, il y a des compétitions de piscine en équipe qui s'organisent. Et d'ailleurs, il y aura une équipe de France qui affrontera l'équipe d'Égypte. Donc là, on est quatre copains français qui vont affronter les copains égyptiens. Donc il y a encore un peu de compétition en équipe, mais pas au niveau international. D'accord, oui, oui, les compétitions d'équipe, c'était par équipe de trois et c'était euh, la mer, poids constant, statique et dynamique. Ouais. C'est Voilà, Brigitte et Banégas. il fallait que les trois fassent les trois disciplines pour marquer le plus de points et gagner les championnats, quoi. Et tu as fait des belles places, des beaux podiums quand tu étais dans l'équipe? Moi, j'étais assez polyvalent, donc j'étais régulièrement sur les podiums pour toutes les disciplines. Maintenant, j'aimerais qu'on parte un peu sur le côté scientifique, Frédéric. Tout d'abord, Ouais. déjà, la physiologie, c'est quoi exactement comme type de science? De quoi on parle quand on parle de physiologie? La physiologie, c'est l'étude du corps humain. Voilà, et des fonctionnements du corps humain. On peut l'aborder de différentes manières. On peut l'aborder de manière intégrée. Moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je prends toutes les informations et j'essaye d'en tirer des modèles pour comprendre le fonctionnement ou ce qu'on voit, tout simplement, être capable de l'expliquer jusqu'aux plus petits mécanismes. Ça peut aller jusqu'à la biologie cellulaire éventuellement, mais l'idée, c'est de rester intégré aux différentes fonctions du corps, les fonctions respiratoires, cardiovasculaires, les différents métabolismes, par exemple. J'ai vu sur Internet plusieurs reportages où tu suis des freedivers, par exemple Andrea Zuccari à Sharm el-Sheikh, et tu lui fais faire deux plongées à 100 mètres, tête en haut, tête en bas, avec un- une machine qui analyse le rythme cardiaque. Est-ce que tout au long de tes années, tu as fait des découvertes sur la physiologie de l'apnée? Alors, ouais, pas mal quand même. Non, je ne vais pas te résumer 25 ans de recherche, mais alors, comment par où aborder ça? À l'époque, on essayait surtout, enfin moi j'essayais surtout au tout début de détecter et ça a été toujours un des objectifs de mes recherches, de prévenir les syncopes. Est-ce qu'il y a un moyen de détecter avec un paramètre physiologique d'être- qui serait prédictif de la syncope? Ce que j'ai pu montrer, sans passer par la prédiction de la syncope, c'est que, par exemple, chez les apnéistes de haut niveau, il y avait, si on prend l'aspect cardiovasculaire, on avait observé une deuxième chute de fréquence cardiaque qui ne s'observe pas toujours chez les apnéistes, même bien entraînés, et qui correspond principalement à l'apparition d'une zone un peu plus hypoxique, et aussi où la pression artérielle va augmenter. Voilà, et ça entraîne une deuxième chute de fréquence cardiaque qui permet vraiment aux apnéistes de haut niveau d'être un petit peu plus économiques que les apnéistes déjà bien entraînés, mais pas à haut niveau, on va dire. Hmm. Donc une bradycardie encore plus forte en deux temps, quoi. Ouais, en deux temps, avec une première chute qui, là, s'observe classiquement chez tous ceux qui vont faire de l'apnée, et une deuxième chute qui apparaît après, on va dire, vers 60% du temps d'apnée à peu près, sur des grosses apnées, hein.
une deuxième chute encore assez forte qui fait que la fréquence cardiaque peut chuter à des valeurs relativement basses. Ouais. Et au niveau de la fréquence cardiaque, quand j'avais lu ton livre, d'ailleurs, à Bora Bora, j'étais posé sur la plage et je lisais l'apnée de la théorie à la pratique, et je voyais que le graphique au virage, le rythme cardiaque, donc quand on fait le virage et qu'on fait un effort physique, le rythme cardiaque ne monte pas. Il augmente juste je crois que c'est vers les 20 derniers mètres. Est-ce que c'est bien ça? Alors, non, tu as dû voir la figure que tu as dû voir dans cet ouvrage, c'est une figure que ça a été mesuré en profondeur. Et effectivement, c'est au virage, mais au virage, quand on remonte de la profondeur. Donc, c'est une étude qu'on avait fait aux Bahamas, au Dean's Blue Hole, là où il y a le Vertical Blue. Et, et j'avais mesuré, j'avais fait un ECG complet, un électrocardiogramme complet, sur des apnées jusqu'à 70 mètres, donc en profondeur et en poids constant. À l'époque, c'était que monopale. Et oui, ce qu'on avait montré d'assez surprenant, c'est bah, tu sais, hein, pendant la descente, au début, on palme et puis après, on coule et il faut remonter en palmant. Et malgré l'effort, on s'est aperçu que chez tous les apnéistes, sans exception, tous ceux qu'on avait testés, on en avait testé une douzaine quand même, c'était le top mondial de l'époque, il y en avait aucun qui avait une augmentation de fréquence cardiaque malgré l'effort. C'est-à-dire la fréquence cardiaque restait vraiment basse pendant quasiment toute la remontée et arrivé vers 20 mètres, 15-20 mètres, on va dire, sous la surface. Là, il y avait une stimulation qui était probablement trop forte par rapport au diving reflex. Et donc, la fréquence cardiaque serait augmentée, quoi. Voilà, ça n'a pas été remontré parce que personne d'autre a réussi à faire des mesures, ou du moins n'a fait des mesures avec un ECG complet comme on le faisait à l'époque, en fait. Et ça montre vraiment que bah, quand on a un réflexe de plongée qui est très puissant, il est capable de surpasser la stimulation qui est liée à l'exercice physique. C'est magique, hein. On a l'impression que l'apnée, du coup, n'est pas un sport contre nature et qu'au final, le corps, comme tu disais, a des dive reflexes, on a des réflexes de mammifères marins. Est-ce que pour les auditeurs, tu peux nous rappeler quels sont les dive reflexes qui se provoquent dans le corps? Alors, il y a plusieurs réflexes, mais comme son nom l'indique, un réflexe, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, que tout le monde a. Le réflexe de plongée, il va se déclencher dès que l'on va retenir sa respiration. Donc, dès qu'on se met en apnée, le réflexe de plongée se déclenche et principalement, alors il y a plusieurs mécanismes, mais principalement, ça va se traduire par une baisse de la fréquence cardiaque qui est progressive, une bradycardie, et par une vasoconstriction périphérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diamètre des vaisseaux va diminuer et rediriger une bonne partie du sang des bras et des jambes vers des territoires qui sont eux oxygénodépendants, comme le cœur et bien sûr également le cerveau. Donc ça permet à l'organisme, la baisse de fréquence cardiaque, de moins consommer d'oxygène si ça circule moins vite. Et puis ce transfert de sang vers le centre de l'organisme d'être plus économique puisqu'on va in fine, moins consommer d'oxygène et donc rester plus longtemps sous l'eau. Donc c'est principalement la bradycardie, la vasoconstriction périphérique, mais je crois qu'il y a un organe qui est magique aussi, c'est la rate qui vient libérer davantage de globules rouges. Et j'avais une question pour toi, Frédéric. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps Alexandre Poirier, qui plonge sur 90 mètres et qui n'a pas de rate, et qui pourtant plonge en grande profondeur. Est-ce qu'on connaît un peu les systèmes de compensation pour les globules rouges quand on n'a pas de rate? Alors, euh, la rate, le rôle de la rate est très bien connu chez les mammifères marins. On sait que c'est un véritable réservoir de globules rouges qui vont être relargués de manière parfois même consciente chez certaines espèces. Euh, et, euh, et les globules rouges sont fonctionnels. C'est-à-dire, ils fonctionnent. C'est ça que ça veut dire. Chez l'être humain, c'est nettement moins clair. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rate, effectivement, elle se contracte et elle va relarguer quelques globules rouges, mais finalement, le rôle de cette rate sur le temps d'apnée, il est vraiment marginal, en fait. Pourquoi? Parce que quand la rate se contracte, elle va relarguer 80 à 100 millilitres de sang.
et on a 5 à 6 litres de sang. Et dans cette rate, va pas y avoir beaucoup de globules rouges fonctionnels. C'est-à-dire que la rate chez l'homme, c'est plutôt un cimetière de globules rouges. C'est là où ils finissent, où ils sont dégradés, où ils sont Hmm. certains recyclés, on va dire, mais c'est là où ils finissent. Euh, et donc, on en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah la rate, c'est super important. Effectivement, on peut avoir une grosse rate si on s'entraîne, bah, simplement parce que le retour de sang, comme je l'ai dit, il est plus important, donc ça finit par la dilater, puis elle va bien se contracter. Mais finalement, le gain sur l'apnée, il est marginal. Voilà, pour être clair. Donc, on peut très bien faire de l'apnée sans rate. Ça pose aucun problème. Il y a d'autres mécanismes qui permettent de rester sous l'eau. Il faut avoir des gros ce qui est le cas chez les apnéistes. On peut encore plus augmenter le volume en faisant la CAP, qui est une technique qui permet de comprimer l'air dans les poumons après l'inspiration. Euh, et on a un bon. C'est ça, ça conditionne énormément de choses, puisqu'on va avoir. Donc, si on a les deux, sous l'eau. Ok. Et je crois aussi qu'il y a un élément qui était important, qu'on parle souvent dans le milieu de l'apnée, c'est le fameux blood shift, les capillaires sanguins qui viennent se remplir autour des poumons pour protéger la réduction du volume pulmonaire. Est-ce que tu as fait des découvertes ou des belles observations sur ce blood shift? Alors, le blue shift, eh bien, c'est un mécanisme qui est connu, mais qui est difficilement mesurable parce qu'il y a très peu d'appareils qui vont sous l'eau qui permettent de le mettre en évidence. Mais globalement, les premières études sur le blue shift, c'est des études qui ont montré ce transfert de sang, parce que c'est ça que ça veut dire. C'est des études qui ont été faites debout, tête hors de l'eau. Donc, dans une piscine, debout, tête hors de l'eau, il y a déjà un effet de la pression de l'eau sur les membres qui vont chasser une partie du sang des jambes vers les territoires centrales. Et ça, c'est des vieilles études d'Arborelius dans les années 70 qui ont montré que le transfert de sang déjà tête hors de l'eau, même en respirant, hein, puisqu'on a la tête hors de l'eau normalement, ce transfert de sang, il est déjà de 600 à 705 millilitres. Hmm. Donc, il est relativement important. Et après, oui, oui, effectivement. Alors, les premières études, c'est des études qui ont été faites debout, tête hors de l'eau, en respirant, et qui ont montré que rien que bah, le poids de l'eau, la pression de l'eau sur les jambes, transférait plutôt 750 millilitres. C'est ce qui avait été mesuré dans les années 70. Et à ça va s'ajouter, donc, dès la surface, on a déjà ce transfert de sang. Et dès qu'on va descendre, bah, là, on va avoir un diving réflexe, et là, on va être en apnée. Et ça va augmenter ce transfert jusqu'à, on l'estime, 1 litre 2, ce qui fait déjà un transfert de sang relativement important. Ah ouais, 1,2 litre vers les poumons, ou vers le milieu du corps. Vers, c'est ça, vers le centre, il n'y a pas que les poumons, hein, il y a aussi le cerveau qui est oxygénodépendant, mais tout le territoire central, digestif, cardiaque, rénal va recevoir plus de sang, et puis aussi les poumons, effectivement. Mais ça a une certaine limite, puisque les vaisseaux, ils vont, on va dire, le diamètre, là, il va augmenter, au contraire, ils sont plus ou moins élastiques, notamment les territoires pulmonaires, où généralement les pressions sont basses, et là, ça va faire augmenter la pression dans les petits capillaires pulmonaires. D'ailleurs, en parlant du sang qui arrive dans le cerveau, j'avais écouté une de tes conférences et j'avais été choqué par un chiffre. Tu disais que bah, pour un débutant, quand il fait de l'apnée, ça augmente de 50% de flux sanguin au niveau cérébral, mais pour les apnéistes et les champions, ça peut être de 200%. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est plusieurs études hein, qui le montrent très bien. Ce qui montre d'ailleurs que tout le monde a un diving réflexe avec une redistribution du sang vers le cerveau, même si on n'est pas entraîné. Bah, le débit de sang va augmenter entre 50 et 60% pour un débutant. Et ça peut être beaucoup plus chez un apnéiste de haut niveau. Effectivement, on a montré des valeurs entre 150 et jusqu'à 200% de plus. Ce qui montre que bah, le cerveau est protégé par un apport supplémentaire jusqu'à une certaine limite, hein, puisque forcément, si on augmente l'apport, on augmente la quantité d'oxygène, on peut rester plus longtemps sous l'eau,
Et puis jusqu'à ce qu'on puisse plus rester sous l'eau, jusqu'à ce Hmm. qu'il y ait une syncope éventuellement, quoi. Eh ben, tu vois, ça fait ma transition parfaitement. Je voulais revenir sur qu'est-ce qu'une syncope, qu'est-ce qu'un blackout hypoxique, qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral, pourquoi est-ce en général, on ne se souvient pas de ces blackouts, et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oxygène dans le corps quand on arrive au stade de la syncope. euh, qui est assez protégé finalement, mais qui a besoin d'oxygène, qui a besoin d'énergie, de glucose. C'est un gros consommateur de glucose. Et tout ça, il faut un certain débit sanguin. Donc généralement, le débit sanguin, tout va bien. Sauf si on fait un AVC, pour une raison X ou Y, ça se bouche ou alors ça lâche. Ça, c'est un AVC, on voit tout de suite les conséquences. Mais dans le cas de l'apnéisme, il va consommer son oxygène et cet oxygène, le cerveau perçoit un petit peu les variations d'oxygène, mais elles peuvent être assez larges, assez amples, jusqu'à une certaine limite de pression artérielle en oxygène où le cerveau va se déconnecter, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on fait une syncope. Donc c'est bien une syncope par manque d'oxygène qu'on retrouve chez les apnéistes. Et est-ce qu'on a des réflexes de protection pendant la syncope? Parce que je crois qu'il y a une ouverture des trompes d'Eustache, qu'il y a l'hippocampe, donc qui gère la mémoire, qui est la première zone du cerveau à sauter pour que les parties du cerveau qui gèrent les choses les plus importantes continuent de fonctionner. Est-ce qu'on a observé des choses un peu sur qu'est-ce qui, Il y a, il y quelles a fonctions quelques disparaissent en mécanismes. premier? Ah, quelle fonction? Alors ça, c'est un peu difficile à dire, mais quoi qu'il arrive, oui, la trompe de stage, elle peut s'ouvrir. Simplement, ça, c'est lié au fait qu'il n'y a plus de tonus musculaire. Donc, tout va s'ouvrir, les voies aériennes vont s'ouvrir. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on voit aussi quelqu'un qui fait une syncope sous l'eau, entre autres, l'air va sortir. Après, sur les fonctions, effectivement, quand on fait une syncope, ça entraîne des pertes de mémoire épisodique, dont le lieu est sur l'hippocampe. Effectivement, ça, c'est des choses qui ont été montrées également et qu'on avait montré il y a longtemps. On avait comparé des apnéistes très entraînés, vraiment pareil, dans les meilleurs mondiaux de l'époque, à des apnéistes, on va dire, comme 95% des apnéistes qui s'entraînent mais qui sont pas à haut niveau, et avec des témoins. Et ce qu'on avait observé, c'est que chez tous les apnéistes de haut niveau, ils avaient tous des troubles de la mémoire. Et c'était vraiment corrélé au nombre de syncopes qu'ils avaient fait dans leur, euh, dans leur carrière de sportif de haut niveau. Voilà, donc quelque part, ça avait quelque chose un petit peu d'inquiétant qui montrait que plus on faisait de syncopes, peut-être que ça pouvait avoir des conséquences à plus ou moins long terme sur la mémoire, mais ça avait quelque chose aussi de rassurant parce que chez les apnéistes tout venant, qui représentent on va dire peut-être 98% des apnéistes, puisque tout le monde ne fait pas de la compète à haut niveau, on trouvait rien en fait. Tout Hmm. semblait correct, même s'il y avait un petit peu moins de syncope, on ne trouvait pas ces altérations de la mémoire. Impressionnant. Et t'as déjà eu l'occasion de vivre une syncope dans ta carrière d'athlète? Ouais, moi j'en ai fait une seule. Je n'étais pas quelqu'un. Disons qu'à l'époque, la réglementation était beaucoup plus stricte. Euh, Dès qu'on avait le moins de petits tremblements, on était disqualifié. Hmm. Donc, et donc, ça a donné lieu à plein de problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été supprimé en partie, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais oui, moi, j'en ai fait une sur une apnée en profondeur à 70 mètres. Euh, j'ai perdu connaissance une fois arrivé en surface. J'avais abordé, il y avait un contexte particulier, et puis j'avais en fait lâché prise un peu trop au lieu de rester trop concentré comme on l'est sur une apnée. J'ai lâché prise, ce qui fait que mes temps d'apnée étaient trop longs par rapport à ce que je faisais d'habitude. Voilà. Hmm. Donc, c'est comme ça que je l'ai analysé du moins, hein. Ok, Et trop, effectivement, trop de temps d'apnée. oui, en fait, trop de lâcher prise, pas assez focus sur sa performance, pas assez concentré, et du coup, trop lent. Et du coup, le temps d'apnée trop long, quoi, beaucoup trop long par rapport à ce que je faisais. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'il y a des accidents qui arrivent en compétition en apnée. J'ai vu une de tes conférences sur YouTube qui était passionnante. Il y avait des statistiques qui montraient que de 2009 à 2023, donc il y a eu presque 1000 compétitions, presque 40 000 performances, majoritairement de la piscine, et il y avait 12 386 départs en profondeur, voilà, pour les freedivers qui font de l'apnée verticale. Et on comptait 3,43% d'accidents, et principalement donc des blackouts, donc des syncopes, et quelques œdèmes pulmonaires d'immersion, qui représentaient 0,38% des statistiques, et que c'était majoritairement lié au CNF ou au Dynamic No Fins. Est-ce que tu pourrais nous commenter un peu cette slide sur les accidents en apnée? Alors oui, effectivement, on a pu accéder. Alors moi, je suis dans le Medical Board d'AIDA International, et donc on a pu accéder grâce à AIDA à toutes les stats sur les 5 dernières années qu'ils avaient, c'est-à-dire entre 2019 et 2023, ce qui représente presque 1000 compétitions, on va dire. Et ce qu'on a montré, donc on a analysé tous les accidents, et ce qu'on a montré, c'est qu'en moyenne, il y avait à peu près 3, un peu moins de 3,5% euh, d'accidents, on va dire, tout type d'accidents confondus, essentiellement des blackouts aux alentours de 3%, et quelques œdèmes pulmonaires, moins de 0,4% de mémoire. Et effectivement, on avait un risque qui était un peu plus élevé. On avait analysé les compétitions mer et piscine, hein, sur cette période, et ce qui était ressorti, c'est que quand on faisait du sans palme, on prenait le risque semblait plus important statistiquement de faire des syncopes, que ça soit en piscine, c'est-à-dire en DNF, ou en CNF, c'est-à-dire en poids constant sans palme. Et on avait testé. Donc par ailleurs, ça c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas eu de stats récentes sur tous l'incidence, et on n'avait pas trop d'idées en fait sur la proportion d'accidents sur le long terme, en fait sur une période de 5 ans, et sur ouais, près de 40 000 performances, on va dire, quoi. Et ce qui ressortait, c'est que effectivement, les disciplines les plus à risque, mais bon, on n'est pas très surpris, hein, les Non, on n'est pas du disciplines. tout surpris même. Mais au moins, on l'a montré, on l'a montré statistiquement sur 40 000 performances, que les disciplines les plus à risque, là où il y avait plus de risque de syncope, bah, c'était les performances où on consommait le plus d'oxygène, en fait. Donc le sans palme, principalement. Et ouais, le CNF, le DNF, qui sont très durs, donc qui consomment plus d'énergie et qui amènent Et à plus ça, oui, de blackout et d'accidents pulmonaires. des performances un peu plus difficiles déjà, parce que là, je trouve qu'en termes de perception, on est moins entraîné à ces disciplines, et la perception de comment on va sortir, est-ce qu'on est bien ou pas bien, c'est un peu plus traître, quoi. La consommation, elle baisse beaucoup plus vite. Hmm. Voilà. J'avais une question qui était plutôt personnelle. Tu vois, là, je fais l'interview, je suis encore un peu dans le pâté. Je viens de dormir 3 heures. Ce matin, j'étais au Lighthouse à Dahab. J'ai fait un nouveau record personnel à 55 mètres de profondeur en bipalme. Je rentre chez moi, je mange et là, je m'endors 3 heures. Euh, comment le corps fait pour récupérer? Est-ce que la fatigue est liée à un dégazage de l'azote? Qu'est-ce qui fait qu'un freediver, après une performance, est vraiment fatigué et parfois épuisé et qu'on dort beaucoup? Et est-ce que tu aurais des conseils pour une meilleure récupération? Alors, ouais, c'est une bonne. Alors, il y a plusieurs questions. C'est une bonne question parce que c'est souvent ça, tout le monde l'observe après une session d'apnée. On est quand même bien fatigué. Alors, il y a plusieurs mécanismes parce que on a parlé tout à l'heure du blood shift. Euh, je pense, que c'est pour moi l'un des principaux mécanismes, c'est-à-dire il faut récupérer ce blood shift. C'est-à-dire l'effort musculaire en soi, il n'est pas énorme. Les intensités sont quand même relativement faibles, hein, en apnée. Mais on subit là, ces transferts, et les compartiments dans le corps. Il y a plusieurs compartiments. Il y a le sang, il y a la lymphe,
Il y a les compartiments intercellulaires, interstitiels, on va dire, tous les petits espaces, et tout ça, ça bouge en fait. Et pour moi, ça met beaucoup de temps et c'est énergivore à revenir au niveau basal, c'est-à-dire d'avant la plongée. Et je pense que ça, en plus de l'effort physique qui est minime, c'est un mécanisme qui fatigue pas mal les apnéistes. Et donc pour moi, c'est normal de récupérer hors de l'eau parce qu'on est des mammifères terrestres et pas marins et de retrouver un petit peu toutes les fonctions et tous les équilibres compartimentaux liquidiens dans notre organisme. Ça en fait partie. Et le corollaire de ça, c'est que souvent, comme on a des transferts de sang vers le centre et au niveau rénal, et ben, comme le sang revient plus, comme il y a un transfert de sang, bah, ça stimule ce qu'on appelle la diurèse, c'est-à-dire la production d'urine. On va avoir envie de tourner dans l'eau au bout de un quart d'heure, 20 minutes, après, ça pas immédiat. Et donc, le corollaire de ça, c'est que pour bien vivre sa plongée, il faut boire une petite gorgée au niveau gastrique, bien sûr, mais il faut bien s'hydrater, notamment après l'effort, mais aussi pendant l'effort par petites gorgées régulièrement et bien s'hydrater après. Et ça va permettre de compenser les pertes liquidiennes et ça va assurer une meilleure récupération. Donc une importance de l'hydratation pendant les entraînements d'apnée en profondeur ou en piscine à cause de la diérèse d'immersion. Et donc si j'ai bien compris aussi une récupération et un corps qui est fatigué parce qu'il doit reprendre un état basal après des réflexes d'immersion, un blowout shift qui sont forts. Oui, les deux étant reliés, c'est-à-dire que quand on le sait, ça, il y a plein d'études sur les effets de la déshydratation, mais quand je perds, par exemple, 4% de poids corporel, je vais perdre 25% en capacité physique, ce qui est Mm. énorme. Et donc, l'hydratation, ça a été mesuré pas trop sur les apnéistes, mais sur les chasseurs qui font des sorties longues de 4 à 6 heures et ils sont tous quasiment déshydratés à la fin parce qu'ils ne s'hydratent pas suffisamment. Donc, on le sait que ça a un effet sur la performance. Euh, Quel que soit le niveau de performance, il faut s'hydrater et bien s'hydrater avant, pendant et après, en fait. Et tu conseillerais par exemple de boire quoi, un demi-litre sur une session? Alors, bah, ça dépend de la durée de la session, mais boire des petites gorgées pour pas que ça gêne trop au niveau gastrique, Mm. euh, parce que ça sert à rien de boire énormément, puisque de toute façon, la vidange gastrique, on peut assimiler 1 litre 5 par heure, pas beaucoup plus. Donc, boire quelques petites gorgées, deux ou une gorgée régulièrement toutes les demi-heures, ça pourrait être suffisant. Et s'hydrater un petit peu avant, un peu plus, genre 300 400 millilitres. Et, euh, et pareil après. Et puis, bien sûr, boire sans soif, entre guillemets, de l'eau, parce que la soif, c'est un phénomène tardif. Et quand on a soif, on est déshydraté, en fait. Mm. C'est déjà trop tard. C'est déjà en quelque sorte trop tard. Ouais. Euh, Quand on plonge, on n'est pas des plongeurs bouteilles, on respire pas sous l'eau. Pourtant, on accumule quand même de l'azote dans le corps et on doit procéder à une forme de dégazage. Comment ça se passe pour les freedivers, ce dégazage? Alors, ce phénomène, il est plus ou moins bien compris. Encore aujourd'hui, on n'est pas tous d'accord sur la physiopathologie de ces accidents-là, puisque s'il y a un dégazage, ça peut produire des accidents qui sont des accidents de décompression, qui ont été appelés au tout début Taravana, parce que c'était un Américain qui avait été étudié des Polynésiens dans les années 60. Et ils finissaient tous par être un peu zinzin, on va dire. Et tomber fou en polynésien, ça veut dire Taravana, ou devenir fou, ou être fou. Voilà. Et effectivement, il est possible d'accumuler de l'azote au fur et à mesure des plongées répétées. Sur des apnées répétées, ça a bien été montré sur sur les chasseurs sous-marins, sur les amas au Japon ou en Mm. Corée, euh, qui font des accidents. Les accidents sont différents des plongeurs, de ceux des plongeurs bouteilles, puisque ce sont des accidents essentiellement neurologiques.
Alors, les accidents sont essentiellement neurologiques, contrairement aux accidents chez les plongeurs bouteilles, qui peuvent intervenir à différents endroits dans la moelle épinière, donc c'est des accidents médulaires ou des accidents ostéo-articulaires ou cutanés. Voilà. Et chez les apnéistes, on décrit que des accidents de type neurologique, donc qui sont graves, mais qui peuvent être plus ou moins graves, c'est-à-dire il y a des accidents où on va avoir des vertiges, des nausées, avec des symptômes qui vont disparaître progressivement, ou alors beaucoup plus graves, avec des hémiplégies, par exemple, donc des paralysies à différents endroits du corps en fonction des zones du cerveau qui sont touchées. Et donc, le mécanisme, il n'est pas très clair parce que s'il y a des accidents neurologiques, ça veut dire qu'il y a des bulles quelque part qui se sont formées probablement dans le versant artériel, dans la circulation qui remonte au cerveau, ou alors qui sont passées par différents mécanismes de shunt, on va dire au niveau pulmonaire, ou pourquoi pas au niveau cardiaque. Donc les apnéistes, comme les plongeurs bouteilles, ont besoin un peu de se désazoter, de gérer le dégazage. Pour les freedivers, c'est souvent plus grave avec des problèmes neurologiques. Euh, et on voit de plus en plus au Blue Hole, on a des bouteilles d'oxygène. Par exemple, moi j'ai ma bouteille d'oxygène depuis quelques temps maintenant. Et c'est une conversation qu'on a entre athlètes. C'est, par exemple, la dernière fois, j'ai fait 6 fois 45 mètres en prenant des bons temps de récup. Est-ce que il faut que je me fasse une petite récup à la surface, 5 minutes d'oxygène, ou est-ce qu'il vaut mieux que je laisse mon corps digérer tout ça pour avoir une meilleure adaptation plus tard? Est-ce qu'on a des retours un peu d'expérience là-dessus sur euh, l'impact de la récupération sous oxygène après des entraînements où on a fait beaucoup de volume? Alors, L'adaptation du corps. ouais, mais d'abord, je vais revenir sur un point là. Tu as dit que c'est lié à des bulles d'azote. Ben, on n'en est pas totalement sûr. Il y a peut-être des bulles d'azote, mais on a du mal à les retrouver. Peut-être des bulles qui se forment directement dans le cerveau, mais peut-être aussi comme la pression peut augmenter et peut-être que la gestion de la pression par le cerveau se fait mal et ça fait lâcher des vaisseaux chez certains qui ont peut-être une susceptibilité plus grande. Donc, il y a pas un mécanisme clair pour le moment et on pense que c'est plutôt une multitude de mécanismes qui sont en jeu et pas que des bulles, comme c'est le cas de manière très claire chez le plongeur bouteille. Pour en revenir à ta question sur l'oxygène, euh, donc là, effectivement, en apnée, on voit plein de comportements, plein de choses depuis relativement longtemps maintenant. Après les compètes ou après une perf profonde, il est conseillé de faire une petite déco à l'oxygène. Euh, En soi, ce serait pour éliminer l'azote, mais comme on n'est même pas sûr qu'il y a beaucoup d'azote, on ne sait pas si c'est vraiment le cas et si c'est vraiment utile. Mais l'oxygène a plein de fonctions bénéfiques et en l'occurrence, respirer de l'oxygène, ça améliore la récupération. Effectivement, respirer de l'oxygène avant, mais c'est pas anodin. Après, où est la frontière entre je respire de l'oxygène et je prends quelque chose d'artificiel, on va dire, pour améliorer ma performance. C'est-à-dire ça, c'est la définition du dopage. On n'est plus très très loin. Euh, c'est pour ça que l'oxygène est d'ailleurs interdit en compétition d'apnée, hein, normalement sur les compétitions officielles. Mm. Donc, est-ce que respirer de l'oxygène en surface entre tes perfs, Ah non, c'était ça pas va entre les améliorer tes perfs, perfs? Frédéric, c'était juste à la fin de session quand tout est terminé et qu'il n'y a aucune Ah, immersion derrière. bah oui, ça va accélérer ta récupération et si tu respires pas très longtemps, ça peut pas faire de mal en soi, quoi. Ok. Mais ça vient pas casser un peu le dégazage naturel du corps et l'entraînement du corps à digérer tous ces échanges gazeux. Non, 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 ça crée pas de problème particulier, sauf si tu respires à des pressions partielles en oxygène élevées pendant des longues durées. Et ça, c'est des effets qui sont connus, mais chez les plongeurs bouteilles, mais ça concerne pas les apnéistes. Donc, en soi, si on respire 10 minutes d'oxygène,
Ça va pas créer de problème particulier, puis ça va favoriser une bonne récupération. Ouais, donc il n'y a pas de contre-indication. Ça vient pas empêcher le corps d'apprendre à digérer tous ces gaz-là. D'accord. Mais merci beaucoup pour cette réponse, Frédéric. J'avais envie qu'on parle un peu de notre ami ou de notre ennemi, le dioxyde de carbone, le CO2, qui est un Ouais. gaz qui vient souvent nous embêter, qui vient nous donner les contractions. Pour certains athlètes, ça arrive très tôt, pour d'autres très tard. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le CO2, sur les chémorécepteurs? Voilà, pourquoi on vient ressentir plus le CO2 que le manque d'oxygène et l'hypoxie? Voilà, qu'est-ce qu'on a découvert sur tes 25 Alors, ans de recherche sur le CO2? alors, pourquoi on... Alors, il y a plein de questions dans ce que tu as posé, mais globalement, l'oxygène et le gaz carbonique, ça fonctionne pas pareil. L'oxygène, lui, il est majoritairement transporté sur l'hémoglobine des globules rouges et il y en a une toute petite fraction qui est dissous et qui va renseigner des zones cérébrales, des aires respiratoires, c'est comme ça qu'on les appelle, dans le cerveau sur les quantités d'oxygène. Mais les variations d'oxygène peuvent être beaucoup plus grandes. Pourquoi? Parce que euh, le cerveau, il va commencer à mettre en place des mécanismes d'adaptation pour des pressions partielles d'oxygène relativement basses, donc des grosses variations. Alors que le gaz carbonique, lui, il est transporté de différentes manières sur l'hémoglobine, mais il y a une partie qui est dissous et il y a une autre partie qui se combine à l'eau pour former des bicarbonates. Et quand on forme des bicarbonates, on libère aussi des protons. Et quand on libère des protons, bah, ça baisse le pH. Et donc, cette baisse de pH, le cerveau va la détecter. Comme l'oxygène et le gaz carbonique, on crée une acidose. Et cette acidose, eh ben, elle donne envie de respirer. Et il suffit d'une toute petite variation de gaz carbonique, 1 millimètre de mercure en plus, ça va stimuler énormément la ventilation. Donc on va être très sensible aux petites variations de gaz carbonique, alors que pendant ce temps-là, l'oxygène diminue. Donc c'est pour ça que euh, effectivement, le gaz carbonique, bon, c'est pas, il en faut, hein, autrement on régule mal sa respiration. Donc il faut du gaz carbonique. Et chez les apnéistes, là on a des résultats contraires. Souvent on dit ah, les apnéistes ils sont moins sensibles au gaz carbonique. Pas ce que montre la littérature scientifique en fait. Il y avait des vieilles études qui avaient été faites chez des gens qui faisaient du hockey subaquatique et de la natation synchronisée. Et chez les nageuses synchro ou les gens qui font du hockey subaquatique, effectivement, ils sont moins sensibles au gaz carbonique. Mais nous, on a refait les mêmes tests sur des apnéistes entraînés et en plus, on avait pris des apnéistes qui étaient entraînés à faire le 16 x 50. Je disais, on avait fait une étude sur des apnéistes qui étaient entraînés au 16 x 50 sur une période où ils étaient d'ailleurs les meilleurs sur cette discipline, dans les meilleurs Français qu'on avait trouvés à l'époque. Et on les avait comparés à des gens qui ne faisaient pas ça. Et on s'était aperçu que les apnéistes très entraînés, ils n'étaient pas du tout, leur sensibilité au gaz carbonique était totalement normale. Par contre, ils étaient très résistants au manque d'oxygène. Contrairement à ce qu'on pense, quand on s'entraîne, on ne va pas modifier notre sensibilité au gaz carbonique. Ça a été montré depuis par d'autres études où les autres chercheurs ont essayé également de tester ça sur des gens entraînés. Ils ont retrouvé exactement la même chose que nous. Ça, c'est très intéressant. Du coup, les athlètes étaient sensibles au CO2 comme tout le monde, mais ils avaient une meilleure tolérance à l'hypoxie. Est-ce que ça veut dire que le travail de tolérance au CO2 ne fait pas forcément sens? Eh ben, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Les efforts qu'on appelait, d'ailleurs, c'est moi qui l'avais inventé à l'époque, les efforts de type hypercapnique ou hypoxique. Moi, j'avais inventé ça sur la base de mes connaissances de physio-respiratoire parce que j'essayais de quantifier la charge d'entraînement des apnéistes et de baser leur entraînement sur la fréquence cardiaque comme pour les coureurs à pied. Et pas de chance, la fréquence cardiaque, eh ben, elle se comporte pas de la même manière en apnée et c'est pas linéaire.
Donc, du coup, je m'étais basé sur des méthodes ventilatoires. Mais tout ça, c'était basé sur mes connaissances en physio-respiratoire. Et depuis, ça a été mesuré. Les gens qui font des tables hypercapniques, par exemple, moi aussi, je l'avais mesuré, mais il y a d'autres chercheurs qui l'ont fait. Et par exemple, quand on fait une table hypercapnie, bah, il n'y a pas d'hypercapnie. Si on la mesure à la bouche, on n'est pas hypercapnique. Donc c'est plus complexe que ça, parce que le CO2 il réagit pas du tout comme l'oxygène. Et quand on fait une apnée, on est hypoxique et très légèrement hypercapnique. Mais une toute petite augmentation de gaz carbonique suffit à entraîner une grosse stimulation, alors qu'une baisse d'oxygène qui peut être importante, hein, on passe de 100 à 60 et puis le cerveau va pas forcément réagir, par exemple. C'est Euh, hyper intéressant ça. Du coup, vous aviez fait des tests. Des athlètes étaient en table hypercapnique pour essayer d'accumuler du CO2. Et quand vous faisiez les relevés, le niveau de CO2 n'était pas forcément plus haut, c'était surtout l'hypoxie. C'est bien ça, hein? oui, 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 c'est ça. Oui, oui. En fait, ils étaient pas beaucoup hypoxiques parce que ça durait pas longtemps, mais ils n'étaient pas du tout hypercapniques. Voilà. Et il y en a d'autres qui ont publié la même chose depuis, avec d'autres chercheurs avec qui j'avais discuté d'ailleurs, et ils ont voulu le tester différemment avec d'autres protocoles. Ils ont pris même les tables hypercapniques qui étaient sorties euh, et ils n'ont rien trouvé, quoi. Ils n'ont pas trouvé d'hypercapnie. Ouais, c'est très intéressant. Et du coup, toi, en tant que coach, capitaine de l'équipe de France Aida Piscine en 2012, qu'est-ce que tu conseillais à tes athlètes pour la tolérance au CO2 et pour éviter et retarder l'arrivée des contractions diaphragmatiques, de l'envie de déglutir? Bah, en fait, des efforts courts et intenses, effectivement, mais ça veut dire qu'il faut s'entraîner comme un sportif en faisant une préparation physique générale, d'abord, en respirant pour augmenter un petit peu sa capacité physique, ce qui va permettre de supporter les charges d'entraînement par la suite. Et puis après, commencer à faire cette PPG là, mais la rendre plus spécifique et refaire les mêmes efforts avec des charges moins fortes, par exemple, mais en apnée. Voilà, et c'est comme ça que ça va leur permettre d'avoir des bonnes bases pour être de plus en plus spécifiques. Et c'est la base de l'entraînement. Si on fait que des efforts courts et intenses, bah, on va être fort en efforts courts et intenses si on fait ça toute l'année. Donc au bout d'un moment, faut se baser sur cette PPG, la rendre un peu plus spécifique en se mettant en apnée sur le même type d'effort et puis progressivement allonger les efforts. Hmm. Donc, par exemple, est-ce que tu conseilles de faire du vélo d'appartement avec le pince-nez? C'est quoi tes petits Ah, bah, exercices que tu aimes faire? oui, 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 bah, c'est un peu moi qui l'avais mis au goût du jour, ça il y a 25 ans, hein. On avait fait une étude, on avait comparé des gens qui s'entraînaient pas, des témoins, des gens qui étaient apnéistes, on les avait comparés même avec d'autres disciplines et on s'était aperçu à l'époque que sur vélo, en 3 mois, à raison de 3 fois par semaine, bah, les performances elles explosaient, quoi, hein. Donc c'était très efficace. Et à l'époque, on pensait encore que il fallait passer beaucoup de temps dans l'eau ou sous l'eau, en piscine, pour être bon en apnée. Mais en fait, on s'est aperçu que on pouvait faire énormément de choses hors de l'eau, hein. Et maintenant, si on regarde un petit peu un apnéiste à haut niveau, 80% de sa préparation, c'est hors de l'eau, hein. Hmm. Le reste, ça va être dans l'eau. Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup de travail qu'on ne peut pas faire dans l'eau parce que c'est chronophage, parce qu'on a froid, parce qu'on se déshydrate, parce que Parce c'est que ça trop coûte cher. compliqué, parce que ça peut coûter cher, effectivement. Tout le monde n'habite pas en bord de mer ou tout le monde ne peut pas voyager. Donc, on peut faire énormément d'entraînement hors de l'eau. Et après, faut être quand même spécifique. Et après, au bout d'un moment, il faut aller dans l'eau, hein, Hmm. forcément. Frédéric, je me pose des questions sur la limite du corps humain. On peut voir que le record de Stéphane Mifsud, 11,35, est toujours pas tombé. Qu'en apnée sous oxygène, on est presque à 30 minutes. En poids variable, Alexei Molchanov, il est allé à 156 mètres. En eau limite, Herbert, il était allé à 240, hélas avec un ADD derrière. Est-ce que, en tant que scientifique, physiologiste, tu as un peu une vision des limites maximum que le corps humain pourrait atteindre en apnée, que ce soit en apnée statique, en profondeur, en dynamique?
Alors, alors oui, oui, oui. Bah, les limites. Alors effectivement, à chaque fois qu'on a essayé de définir des limites en apnée, tout le monde s'est trompé, quoi. À chaque fois, les apnéistes, ils font toujours plus. Mais là, si on regarde quand même en profondeur, en no limite, par exemple, euh, il y a quelques chercheurs qui ont essayé de modéliser pour voir jusqu'où le corps humain allait résister d'un point de vue mécanique. Et globalement, vers 235 mètres, tout devrait s'écraser, notamment au niveau des voies aériennes supérieures. Voilà. Mais Hervé Hermich, comme tu le sais, est Les descendu voies un peu. aériennes supérieures, c'est quoi? Tu parles des sinus, tu parles de quoi? Non, 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 la trachée principalement. Sous la glotte, tu as une zone qui est beaucoup plus flexible, plus cartilagineuse. D'ailleurs, si tu touches, tu vas voir, c'est assez agréable quand on appuie dessus, là, juste au-dessus à la jonction au creux entre les deux clavicules. En fait, selon la plupart des chercheurs, c'est cette zone-là qui s'écraserait euh, avant le reste, quoi, on va dire. Voilà. Donc, il y aura probablement une limite. Après, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de monde qui font cette discipline parce qu'elle est vraiment dangereuse et elle coûte très très cher à organiser. Et puis, en apnée statique, bah, quand on se base sur la capacité pulmonaire, la consommation, on peut retrouver par calcul à peu près une perf. Moi, je l'avais fait aux alentours de 11 minutes, 11 minutes 30. Donc, je n'étais pas très, très loin du record du monde qui est à 11,35. Et en distance, bah, les performances, c'est vrai, elles ne cessent d'augmenter, mais l'apnée, alors il y a plusieurs mécanismes pour moi, c'est que l'apnée devient de plus en plus professionnelle, c'est depuis ces quelques dernières années, on va dire. Donc les gens maintenant, bah, c'est leur métier de ne pas respirer en quelque sorte. Donc c'est pas pareil quand on peut s'entraîner entre 5 et 6 heures par jour. On s'entraîne 2 fois 2 heures ou 2 fois 2 heures ou 3 fois 2 heures par semaine, hein. Donc forcément, ça fait augmenter les performances. Et puis avec ça, bah, il y a tout ce qui va avec le haut niveau, la professionnalisation, l'argent, les sponsors, le temps. Le temps, c'est un facteur clé principalement. Euh, Moi, j'ai beaucoup observé pas mal de tennis qui, au départ, n'avaient, franchement, c'était même pas des sportifs, quoi, hein. C'était des peu nageurs, pas du tout aquatiques, et ont décidé d'en faire leur métier. Là, ils se sont retrouvés dans le meilleur, alors qu'à la base, ils avaient, on va le dire, hein, aucun talent, hein, on n'aurait pas parié cher sur eux. Mais en fait, avec beaucoup de temps, et j'en ai discuté avec d'autres apnéistes, dont certains plus âgés de ma génération, certains qui se sont mis à la retraite et du coup qui se sont retrouvés à avoir beaucoup, beaucoup de temps, et ben là, ça a fait exploser leur performance. Donc, ça répond pas à ta question sur quelle est la limite. Je pourrais pas la donner parce que cette limite serait biaisée par d'autres techniques, notamment par le dopage qui touche l'apnée comme dans d'autres sports, hein. Donc, ça va être difficile de déterminer la vraie limite physiologique. En tout cas, en profondeur, je pense qu'on n'est pas loin de l'atteindre en nos limites. En poids constant, moi, j'avais fait des projections pour voir à peu près en 2030 jusqu'où on serait à la même vitesse, mais c'est difficile à dire, hein, c'est que théorique et on pourra peut-être atteindre les 150 mètres d'ici quelques temps si ça continue à cette vitesse. Mais au bout d'un moment, bah, la limite, elle va être le temps d'apnée. Plus on descend profond, plus on va loin, plus le temps d'apnée augmente. Et puis en profondeur, être capable d'équilibrer profond comme ça et de subir ces pressions et de se blue shift et de remonter sans faire un accident ou un AVC, remonter en toute intégrité, quoi. Hmm. Et puis j'ai l'impression aussi que le corps humain, il évolue au fil des décennies, les générations. J'ai l'impression que on est de plus en plus grand. J'ai l'impression qu'on est plus grand que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Peut-être que nos poumons aussi seront plus grands en 2100 et en 2200. Est-ce que tu as, des chiffres un peu sur l'évolution du corps humain?
Alors, le corps humain, effectivement, on est plus grand et tout, mais ça, ça a tendance à se stabiliser. C'est plus le cas. Il y a eu ça. Alors, dans les études, c'est souvent lié à, à de meilleures qualités de vie en termes de santé, notamment en termes d'éducation, en termes d'alimentation, en termes de... Voilà. Mais de là à dire qu'on aura des adaptations sur le très long terme, je pense qu'il faut attendre beaucoup plus longtemps pour qu'il y ait une adaptation au sens physiologique du terme. Donc là, c'est plutôt des choses qui se déroulent sur quelques milliers d'années, quoi. Euh, Plutôt que qu'à notre échelle humaine, on va dire. Nous, ce qu'on a principalement, c'est des modifications physiologiques qui sont liées à l'entraînement. C'est-à-dire, on entraîne notre corps, il s'adapte dans une certaine plage. Il va essayer de mettre en place des petits mécanismes d'adaptation, mais qui sont réversibles si on ne s'entraîne plus. Voilà, de là à dire qu'on va avoir des plus gros poumons. Pour le moment, bah, si je m'entraîne, j'ai des plus gros poumons, c'est sûr, hein. Je développe la force des muscles respiratoires, je suis plus flexible au niveau de la cage thoracique, je peux mettre plus d'air, voire même je fais la carpe. Mais si j'arrête de m'entraîner, bah, ça c'est réversible, hein. Donc Hmm. pour le moment, c'est pas le cas. Frédéric, j'avais une question sur la méditation. J'ai Ouais. découvert cette pratique il y a quelques temps et je vois que ça m'aide énormément dans l'eau. Est-ce qu'on a des études sérieuses sur l'impact de la méditation sur le cerveau, sur la concentration et sur la consommation d'oxygène? Oui, alors là, il y a pas mal d'études qui ont déjà été réalisées sur ce qu'on appelle les méditants, ceux qui ont plus de 10 000 heures de pratique, par exemple Mathieu Ricard, là, ou les moines bouddhistes. Et on sait il y a des modifications au niveau des ondes cérébrales, notamment les ondes alpha, qui sont différentes, ce qui correspond à un état méditatif. Et ça a été mesuré d'ailleurs. Il y a Guillaume Néry qui avait fait ça chez Steve Lawrence en Belgique, qui est un neuroscientifique qui étudie notamment les différents états de conscience, notamment le coma. Euh, et il avait fait une apnée de 7 minutes avec des IRM et de l'EEG aussi, séparément. Et puis ils avaient retrouvé en fait que son activité cérébrale, elle ressemblait beaucoup à l'activité cérébrale de quelqu'un qui faisait beaucoup de méditation. Voilà, donc on sait que quand on fait de la méditation, bah, il y a un meilleur relâchement musculaire, il y a des ondes cérébrales qui sont plus lentes. Du coup, on va consommer moins d'oxygène sur ces effets-là, mais il y a plein d'effets différents, plein d'autres effets bénéfiques de la méditation qui sont connus depuis pas mal de temps. Quand on parle des ondes cérébrales, Frédéric, on parle de quoi? Parce que tu vois, moi, je n'ai pas un background de scientifique. Du Eh coup, bien, c'est quoi des ondes? C'est de l'électricité? bah oui, ton cerveau, tes neurones, ils produisent ils ont une activité électrique qui entraîne une dépolarisation, puis ça, tu peux le mesurer avec un électroencéphalogramme. Et il y a plusieurs types d'ondes, plus ou moins lentes, alpha, bêta, θ, et c'est des ondes qui nous servent à déterminer plein de choses, l'activité cérébrale, ce qui se passe quand tu dors, par exemple, où tu as de plus en plus d'ondes lentes, ce qui permet de définir, par exemple, les différents stades du sommeil et de voir s'il y a des troubles du sommeil, Et d'ailleurs, ça fait partie des... c'est les ondes alpha, du coup, quand on dort. Ah non, non, non. Alors, quand on dort, alors, il y a plus, ça dépend du stade du sommeil, de plus en plus d'ondes lentes. Donc, ça va être plutôt des ondes θ. Et puis après, tu peux retrouver des ondes un peu plus rapides pendant un sommeil quand tu vas rêver, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, avec des mouvements oculaires présents. Mais là, c'est typique du rêve. Et toutes ces fonctions-là, là, toutes ces ondes, elles traduisent le fait qu'il y a une activité cérébrale plus ou moins intense. Et en fait, pendant le sommeil, il se passe énormément de choses. Le sommeil, c'est plutôt quelque chose, d'ailleurs, on dit, il ne se passe rien pendant le sommeil. Non, non, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de fonctions de récupération. C'est pour ça qu'il faut dormir, hein. Et d'ailleurs, si on regarde toutes les espèces, il y a beaucoup d'espèces qui dorment. Même les mammifères marins, les dauphins, ils dorment.
ils dorment aussi, eux, ils ont deux hémisphères. Les mammifères marins, par exemple, ils ont un sommeil unilatéral, c'est-à-dire qu'ils vont dormir, il y a un hémisphère qui va s'endormir pendant que l'autre reste actif, ce qui leur permet de respirer et pas mourir noyés en quelque sorte. Voilà, donc oui, toutes ces fonctions-là, elles sont importantes pour l'organisme.